Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous dédié aux arts, au spectacle, au lifestyle, aujourd'hui à la littérature. Qu'est-ce qu'on lit cet automne? Eh bien peut-être Un homme dangereux aux éditions Stock, écrit par Émilie Frêche. On y trouve du faux, on y trouve du vrai, on y trouve de la fiction, de l'information, on y trouve de la dénonciation de l'histoire, on y parle d'antisémitisme, on y parle d'usure de couple, mais surtout, on parle de désir et de passion destructrice. Voilà, merci beaucoup Émilie Frêche d'être avec nous. Si vous le voulez bien, on parlera avec vous d'antisémitisme, d'usure de couple, d'amour et de littérature. Alors, merci beaucoup d'être là, Émilie. Votre livre, Un homme dangereux, il est là. Il est par moments agaçant, mais il est en même temps hypnotique. C'est-à-dire que vraiment, on ne le lâche pas. J'ai pas envie de dire que c'est un livre pour les femmes, parce que s'abîmer dans une passion qui nous fait du mal, je crois que c'est universel, mais on ne le lâche pas. Est-ce que c'est une histoire d'amour qui finit bien, malgré le fait qu'elle finisse mal, ou est-ce que c'est pas une histoire d'amour ? C'est pas du tout une histoire d'amour et je suis très contente du compliment que vous venez de me faire, l'idée qu'on ne lâche pas le livre, parce que c'est un livre sur l'emprise. Mais il énerve par moment. Oui. Je vous dirai après pourquoi. Mais, bon. Mais c'est un livre, non, c'est pas du tout un livre sur l'amour, c'est un livre sur l'emprise. Le point de départ de ce livre, c'est de dire que nous sommes tous émotionnellement sur le fil du rasoir. Quelle que soit notre réussite financière, affective, émotionnelle, etc. On se croit parfois extrêmement sécurisé, parce qu'on a monté les digues de notre propre sécurité. Et puis, parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui a peut-être la clé pour trouver la faille en nous, voilà, va nous dérégler. C'est vraiment, je crois, un livre sur le dérèglement. C'est comment on peut faire une mauvaise rencontre. Alors il faut raconter un petit peu l'histoire. Voilà, donc c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Émilie, qui est mariée à un homme formidable, qui est chirurgien cardiaque, donc qui répare les cœurs, ce qui est pas un hasard. Elle a 2 filles, elle écrit, donc elle fait le métier dont elle rêve. Elle vient de sortir un film adapté d'un roman sur son père, et à cette occasion, elle fait plus l'amour avec son mari depuis longtemps. Non, mais c'est pas un renoncement, parce que c'est gênant. Pas dans son cas, parce qu'en fait, elle a un amant. Et il n'y a pas de morale, si vous voulez, je ne suis pas dans le jugement de mes personnages, mais ce que je veux dire, c'est que son choix de vie à elle n'est pas de l'ordre du renoncement. Elle n'a pas envie de quitter son mari parce qu'elle aime son mari. Il n'y a plus de désir entre eux, mais je pose la question de l'amour sans désir. Et pour elle, c'est possible. Donc elle est dans un espèce d'équilibre absolument parfait. Quand le roman s'ouvre, elle dit, mais voilà, j'ai une vie géniale. J'ai une vie géniale, j'ai trouvé l'équilibre de mon bonheur. Je crois que vraiment, la question du bonheur, ce n'est qu'une question d'équilibre. Et donc, malgré ce bonheur, elle décide de... Et elle rencontre ce type qui a plusieurs choses pour lui plaire. Il est assez brillant, il est très drôle et il sait écrire. Et donc, il a le pouvoir. Et il y a aussi une fascination du pouvoir. Il a du pouvoir dans le milieu dans lequel elle évolue, puisque... Un milieu parisien, Saint-Germain-des-Prés, l'édition... Il est éditorialiste, il est jury dans des prix... Donc évidemment, elle sait qu'il a les moyens aussi de faire en sorte que ça se passe bien pour elle. Et il y a évidemment une attirance et une fascination pour le pouvoir, qui fait d'elle quelqu'un d'un peu intéressé quand même. Enfin, ça, c'est très, très parisien tout ça. Il y a même dans certains papiers, on croit reconnaître ce monsieur dangereux. Mais oui, mais je pense que justement... Non, c'est pas ça. C'est que je pense que c'est applicable à tout milieu. C'est-à-dire que j'aurais transposé cette histoire dans le milieu de la banque. Le principe de l'emprise, c'est exactement le même. Vous voyez ? Donc la promotion canapé, elle n'est pas uniquement voilà, dans le milieu littéraire, elle s'exerce partout. Et c'est pour ça qu'il y a un processus d'identification fort chez le lecteur. Donc ce personnage, Émilie, cède à l'emprise. Il y a une scène érotique extraordinaire. Parce que l'emprise, c'est toujours le même principe. C'est une première phase de séduction avec un homme parfait qui met cette femme en valeur, qui la flatte, qui fait preuve aussi de générosité, mais cette générosité très vite, en lui disant « je vais écrire des articles sur toi, etc. », ce qu'il fait va s'avérer en réalité être un abus de pouvoir. Et une fois que... Il tourne la tête. Si vous voulez, une fois qu'il tourne le corps même. Oui, mais une fois qu'il a la scène du venin dans le livre. Une fois qu'il a installé cette dépendance affective et qu'il est sûr qu'elle est sous dépendance, et cette dépendance est instaurée par le système du texto, il la bombarde de textos, donc il crée une dépendance très forte. Et bien tout d'un coup, il rentre dans ce qu'on appelle une communication paradoxale, c'est-à-dire qu'il disparaît, il la déséquilibre totalement. Et donc, oui.
elle perd la tête. C'est-à-dire qu'il lui donne des rendez-vous, il n'y va plus. Il lui envoie 60 messages par jour, puis tout d'un coup, il donne plus signe de vie. Il joue avec elle. Elle continue de vouloir ça comme une toxicomane, presque. Mais je pense qu'il y a... Pourquoi le personnage a envie de s'abîmer comme ça dans une histoire qui ne lui fait pas de bien? Mais je crois que c'est le principe de l'emprise. En fait, le sujet est dans un état de stupéfaction totale, puisque le personnage que vous avez devant vous change. Du séducteur, il devient quelqu'un d'autre. Et donc, il y a cette volonté de vouloir retrouver la personne du début, qui est une personne qui n'existe pas en fait, puisque c'est un espèce d'épouvantail qui est fait pour attirer la proie. Émilie Frech, cet homme dangereux, ce personnage dont on ne sait pas bien s'il est réel ou pas réel, et vous jouez beaucoup sur ce trouble-là, est-ce que vous pensez que votre personnage, Émilie, dans le livre, si elle avait fait l'amour avec lui, s'ils avaient eu une relation comme ça, adultère, classique, est-ce qu'elle serait contente? Est-ce que ça aurait marché? Est-ce que ça aurait marché? Alors ça participe de son obsession parce que ça la dévalorise en tant que femme. Elle ne se dit pas cet homme-là n'y arrive pas, elle se dit je ne suis pas assez bien physiquement pour lui. Donc est-ce que si elle avait couché avec lui, est-ce que elle serait passée à autre chose? Peut-être. Moi ça m'intéressait aussi, parce que c'est un livre sur le pouvoir des mots, de montrer dans une société qui est hyper sexuée qu'il peut y avoir des histoires où il ne se passe rien, qui sont bien plus fortes que justement des histoires consommées. Est-ce qu'on pensait donc que l'emprise, elle n'est plus sexuelle, elle est uniquement, informatique, automatique, avec les textos, les mails, les trucs il y a aussi ça, il y a cette dimension-là dans le livre, de l'emprise à l'ère des nouvelles technologies. Oui, c'est-à-dire que le champ intime n'existe plus. Le manipulateur n'est pas là, mais il est là en permanence. Parce qu'on reçoit des textos, on les relit jusqu'à l'obsession, on surinterprète tout, et l'écrit et le silence. Quand vous envoyez un texto à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas dans les 5 minutes, c'est « il n'a pas encore répondu, pourquoi ?» Donc il y a cette espèce de névrose du temps permanent. On est là, physiquement. C'est le don d'ubiquité, je crois. C'est-à-dire qu'on est là, cette narratrice, elle est là, en famille avec ses enfants, et en même temps, elle a la tête avec cet amant, avec qui elle échange par texto tout le temps. Il y a un passage extraordinaire sur ce point qui est très réussi, page 126. Il y a un échange de SMS pendant une fête religieuse, une fête juive, la fête de Pâques qui célèbre la sortie de l'esclavage, la sortie des Juifs d'Égypte. Et donc vous jouez, mais c'est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait. Vous jouez sur les mots, des mots très érotiques, très sexuels, et les plaies d'Égypte. Vous l'avez écrit comme une scène de cinéma, j'ai l'impression, cette scène-là. Mais ça m'amusait beaucoup justement de célébrer la liberté, la fin de l'esclavage, et de mesurer à quel point elle était esclave, dépendante des textos qu'elle recevait. Elle est encore. Et au moment où on énumère les plaies d'Égypte, donc les sauterelles, la mort des nouveau-nés, la grêle, etc., elle répond à ce qu'elle porte. Il lui dit « décris-moi ce que tu portes ». Alors elle dit pas de soutien-gorge, talons aiguilles, veste de costume. Grêle, non, pas de soutien-gorge, sans talons aiguilles, grenouille, pantalon, vermine. C'est formidable, ce moment-là est excellent. Parce que tout le monde on a vu vos interviews dans la presse, tout ça, tout le monde bloque un peu sur cette fameuse scène dans une chambre d'hôtel où vous pensez qu'il va vous amener dans un super bel hôtel, puis c'est un truc minable. Pardon? Il va amener la narratrice. La narratrice, ah oui, c'est vrai que c'est pas vous. Enfin bon, c'est pas vous, mais c'est pas vous. Bon, d'accord. Ce personnage emmène la narratrice dans un hôtel minable, et là, il se passe une scène, terrible. Il disparaît, il veut la faire payer. Lui faire payer quoi? Je ne sais pas. Elle se met toute nue, elle se parfume, le sexe, le corps, le manipulateur est quelqu'un... Enfin, l'emprise, c'est une volonté de destruction, de mise à mort. Et donc, celui qui exerce une emprise jouit de la mise à mort de l'autre. Et donc, il l'amène dans cet hôtel. Évidemment, elle espère qu'il va se passer quelque chose. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils sont dans une relation comme ça, d'échange. De SMS passionnel, il ne se passe rien, toujours rien. Il ne se passe rien, ils ne se sont jamais embrassés. Donc, elle arrive dans cet hôtel. Et puis, arrivée sur la porte de la chambre, il lui dit « mince, j'ai oublié mes médicaments. Je descends à la pharmacie, déshabille-toi, mets-toi dans le lit et j'arrive tout de suite. » Et elle va l'attendre pendant 48 heures, en fait. Pourquoi votre personnage attend 2 jours? À quel moment on se dit il faut que je m'en aille? Pourquoi on est tétanisé, on est sidéré littéralement? Mais parce qu'elle pense à la minute d'après.
Elle se dit, j'ai déjà attendu 2 heures, je ne vais pas partir maintenant, c'est pas possible qu'il m'abandonne. Elle le vit comme un abandon. Alors Émilie, on ne va pas parler de voyeurisme, pas voyeurisme, de votre façon de jouer, parce que c'est finalement ça, les écrivains jouaient sur le faux, le vrai. J'y réponds dans une nouvelle que je fais paraître là, dans Vanity Fair ce mois-ci, où je mets en scène une rencontre entre Valérie Trierweiler et moi. Et Valérie Trierweiler, elle, s'imagine que l'homme dangereux est François Hollande. C'est chaud, mais c'est de la fiction. Oui, non, mais ça m'amusait beaucoup. On y voit, dans cet homme dangereux, on projette ce qu'on veut. Moi, quand je vais à la rencontre de mes lecteurs, j'étais la semaine dernière à Nancy, je vois des lectrices qui me disent « Oh là là, mais c'est mon père, oh là là, mais ce type-là, je l'ai rencontré, c'était mon patron ». Vous voulez dire, en fait, c'est nous, le petit milieu parisien, qui disons un roman est un miroir qu'on balade le long du chemin. C'était Stendhal qui disait ça. Et donc, voilà, on se projette dans un roman. Alors moi, ce livre est vraiment hypnotique. Je ne l'ai pas lâché. Ce qui m'a pas agacé, c'est pas le mot, un peu irrité. On vous connaît votre engagement, vos discours très articulés sur les plateaux télé pour défendre les causes qui vous sont chères, l'éducation, l'enseignement, la tolérance, lutter contre le fanatisme islamiste. Et bien sûr, votre travail pour la mémoire de Ilan Halimi. Et dans ce livre, qui est l'histoire d'une passion de destruction, est corrélé l'antisémitisme de ce type. La 4e de couverture est un exemple d'antisémite. Et moi, ça m'a gênée parce que subitement, ça mettait sur 2 plans des thématiques qui, dans le fond, n'avaient pas lieu d'être. Mais je ne crois pas du tout, justement. Tant mieux. C'est parce que je m'attaque à un autre pan de l'antisémitisme, qui est l'antisémitisme domestique, l'antisémitisme à l'heure de la provocation. Notre époque, c'est plus le règne de la pensée, c'est le règne du spectacle. Nous ne sommes plus dans une époque où vous allez rencontrer des gens comme Drummond qui vont écrire et théoriser, écrire la France juive et théoriser sur l'antisémitisme. Vous allez rigoler finalement. Non, on ne peut plus penser l'antisémitisme. L'antisémitisme déicide, qui était l'antisémitisme chrétien, évidemment, est terminé. L'antisémitisme racial du Troisième Reich est terminé. Aujourd'hui, on est sur l'antisémitisme de la provocation, à l'ère de Dieudonné. Et c'est ça dont j'ai voulu rendre compte. Ce dont j'ai voulu rendre compte chez cet intellectuel, ce personnage d'intellectuel, c'est que c'est un personnage flou. Moi, ça m'intéresse. Aujourd'hui, quand on dénonce l'antisémitisme, je dis mais non, il ne l'est pas. Oh, c'est de l'humour. Oh, c'est de la provocation. Vous dites. Pour moi, c'est très très important. C'est un personnage sur la question de l'antisémitisme. D'abord, il y a 2 choses. Un esprit libre aujourd'hui ne peut être que antisémite. C'est ce que vous écrivez dans. Non, je dis pas ça. Enfin, c'est son personnage qui dit ça, bien sûr. Oui, évidemment. Non, mais le personnage dit pas ça. Il dit la seule manière d'être subversif aujourd'hui, c'est d'être antisémite. Et elle lui répond. Mais cette époque est révolue. La seule manière d'être subversif, c'est d'être islamophobe. C'est QFD, Michel Houellebecq. Donc voilà, c'est un personnage qui est flou. Il y a 2 choses dans le livre. Il y a oui, parce que j'ai une dernière question. Non, mais ça c'est super important. Oui, mais moi c'est ça qui m'a heurté. L'antisémitisme, et c'est pour ça que je vous réponds. Il y a le contexte. Le roman s'ouvre au lendemain des attentats contre Charlie, qui s'inscrit dans une séquence qui démarre en 2006 avec la mort d'Ilan Halimi, qui est fondamentale, parce que c'est de la même manière que l'affaire Dreyfus annonçait l'antisémitisme de Vichy, la mort d'Ilan Halimi annonce l'antisémitisme de l'islamisme radical des banlieues qu'on a connues avec Mera, Nemours, etc. Donc il y a ce contexte avec un personnage, une narratrice, qui a fait de l'antisémitisme son premier combat, qui va dans les lycées pour parler avec les jeunes, etc., qui est complètement déréglé, complètement déboussolé, qui après la tuerie de l'hypercachère dit « je ne veux plus m'occuper d'antisémitisme », qui est désespéré. Et à ce moment-là, elle fait la rencontre de cet homme qui incarne la désinvolture, qui peut lui dire « oh, mais j'adore les juives ». Mais le personnage, il va quand même. Elle y va quand même. Mais ça veut dire que malgré tout l'engagement, les combats de cette Émilie du livre... Elle y va pourquoi ? Elle y va pour écrire un livre. Elle y va pour écrire un livre. Ça veut dire qu'on est choisi, on est décidé par ces sujets. Elle y va pas pour faire sa vie ou pour coucher avec lui. C'est ça que c'est la deuxième partie du livre. Elle le manipule et elle en fait son sujet de roman.
Et ça lui permet de revisiter son histoire personnelle, puisque L'homme dangereux n'est pas ce personnage-là, mais est le titre d'un manuscrit qui est le manuscrit de sa grand-mère, où elle racontait son histoire durant les camps. Oui, alors voilà, très très brièvement, il faut expliquer que la grand-mère était amoureuse d'un collabo qui avait poussé à la mort toute sa famille. Qui avait dénoncé son mari, parce qu'il était amoureux d'elle. Une histoire terrible. Juste, il nous reste exactement 30 secondes. Le film que vous préparez sur l'engagement dans le djihad, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un film de Marie Castille Mention-Char qui avait fait Les Héritiers. C'est une fiction, c'est pas un documentaire. C'est une fiction et on prend deux jeunes filles. Une jeune fille qui va se faire embrigader par Internet, etc., et qui va partir en Syrie. Et dans le même temps, une jeune fille qui a eu la chance d'être prise à la frontière. Et c'est tout le chemin de son désembrigadement. Et c'est aussi une histoire d'emprise en fait. Merci beaucoup Émilie Fraiche. Voilà, un homme dangereux vraiment qu'on ne lâche pas, même encore une fois, voilà, si par moment il agace. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci. Et puis on est très content de vous recevoir sur ce plateau et on viendra voir le film que vous avez coécrit avec Yvan Attal. Merci. Merci. À demain, même heure, juste après c'est l'info qui continue sur i24 News.